recyclage. On fera un best-of à la rentrée. Backseat, le film, c'est un documentaire exceptionnel que nous préparons. En un mot, ça raconte l'année 2023, une année d'embrasement à travers les yeux de Backseat, à travers le regard de toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'émission l'an passé. Tu veux voir ce documentaire en avant-première, sur grand écran, dans un MK2, avec tous les membres de l'équipe, et bah clique ici et inscris-toi. En plus, si t'es abonné à Backseat, t'as reçu un code promo. À bientôt et bonne émission. Chers amis, je vous propose que nous accueillions notre invitée politique cette semaine, la députée communiste des Hauts-de-Seine, Elsa Fossillon. Bonsoir Elsa Fossillon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. On a beaucoup de questions à vous poser. On va d'abord parler de vous. Pour celles et ceux qui vous connaissent mal, j'ai écrit une communiste pas comme les autres. Vous êtes députée... On va en parler. Vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine. Alors pour ceux qui connaissent mal les Hauts-de-Seine, c'est Neuilly-sur-Seine, c'est la Défense. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il y ait de communistes dans les Hauts-de-Seine. Et en réalité, mais plus compliqué que ça. C'est pas que Neuilly et Courbevoie et Levallois. C'est une bonne partie des Hauts-de-Seine, mais il y a aussi Gennevilliers, Colombes et Villeneuve-la-Garenne. Et c'est plutôt des territoires populaires. Ouais. Il y a 7 quartiers prioritaires, politiques prioritaires de la ville. Donc, il y a encore aussi des collèges en REP+. Ouais. Et c'est une zone qui a été une zone fortement industrialisée, qui l'est encore un petit peu. Et clairement, ça ne ressemble pas à Levallois. Mais c'est ça qui fait que c'est intéressant d'être député aussi, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils ont vraiment des besoins. Ouais. Ils ont besoin aussi de gens qui les représentent, même s'ils ont besoin aussi de pouvoir s'exprimer et décider eux-mêmes. Mais je crois qu'ils ont d'autant plus besoin d'élus. Ouais. Et on essaye aussi, en tout cas, j'essaye d'être le plus en proximité avec eux. Je comprends. N'hésitez pas à parler bien dans votre micro pour qu'on vous entende bien. Malek, c'est pas très loin de chez toi Ouais, moi je suis à Argenteuil, donc pas très loin. Et j'ai plein de copains qui ont quitté Argenteuil pour venir vivre à Gennevilliers, qui vous ont déjà rencontré en plus. Ils m'ont dit, on connaît la députée, elle est gentille et tout. Donc elle est sympa. Ça va. Donc, pour l'instant, tout va bien. Vous avez commencé à militer, c'était en 2005, au moment de la campagne. Alors les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais c'était la grande campagne du oui ou du non au traité constitutionnel européen. Vous étiez dans le camp du non, puis vous avez manifesté l'année suivante, en 2006, immense mouvement étudiant et populaire également contre un projet du gouvernement qui s'appelait le contrat première embauche, un truc qui précarisait les jeunes, c'était l'enfer. Et vous avez manifesté, vous avez fait partie de ce mouvement-là. Ça a été votre première manifestation. Qu'est-ce qui vous a emmené vers le Parti communiste ? Alors bon, c'est clairement pas ma première manif, parce que quand on a des parents syndicalistes, CGT et PCF, généralement vous faites des manifs super tôt. Donc dans la poussette déjà, ça manifestait. C'est ça. Okay. Donc c'est clairement pas ma première manif, mais c'est ma première participation à un mouvement de mobilisation de manière, je sais pas, un peu investie, quoi. C'est-à-dire que dans ma fac, je participais au blocage, je participais à l'organisation des cortèges, donc voilà. Et c'était vraiment chouette, parce que d'abord, c'était une très grosse mobilisation. Puis en plus, désolée de dire ça à ceux qui militent aujourd'hui et qui voient un peu les défaites s'accumuler, mais c'était un mouvement victorieux aussi. Ouais. Donc moi, ce que ça m'a dit, surtout, c'est... En fait, le collectif humain, un collectif organisé, quand il se met en mouvement, quand il est déter, il peut gagner. Et c'est ça qui m'a donné envie de poursuivre, et de poursuivre en politique. Et pourquoi le PCF ? Très certainement parce que j'identifiais de manière un peu automatique que c'était l'espace où j'allais pouvoir poursuivre cette lutte de manière déterminée, que c'était l'espace politique qui pouvait m'accueillir. Je ne le cache pas, je pense que le fait que mes parents y aient été a fait aussi que j'en ai eu une vision positive. Vous avez reçu la politique en héritage comme beaucoup de personnes en politique, pas tous. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de dire à des personnes qui, à l'inverse, n'ont pas du tout grandi avec la politique à la maison et qui débarquent, alors souvent sur Backseat, c'est pour ça qu'on a créé cette émission, pour s'adresser à eux, mais qui entendent parler de politique pour la première fois et qui trouvent ça compliqué, désespérant, angoissant, pas fun. Ça donne pas envie, la politique, quand on n'a pas baigné dedans. D'abord, c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question, même si j'essaye de le faire. Je me rends bien compte aussi qu'aujourd'hui, la manière dont les jeunes font de la politique, parce qu'il y en a qui en font, de manière très différente de moi, et de la manière dont moi, je me suis engagée en politique. Et j'aime bien voir qu'il y a des nouvelles façons de faire de la politique qui existent aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est véritablement à moi de répondre à cette question. Simplement... De manière très personnelle, j'y vois un terrain qui permet justement de dépasser un peu l'angoisse. C'est-à-dire que quand on voit toutes ces choses un peu horribles qui s'amoncellent, là, quand je voyais le jingle, là, je me disais, punaise, mais en fait, c'est une vision
hyper terrible du monde qui est réel. Enfin, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, si on regarde l'Ukraine... C'est démoralisant, l'actualité. Si on regarde les formes d'autoritarisme qui se développent, les nationalismes, enfin tout un tas de choses. Et puis voilà, une casse sociale aussi. Tout ça est quand même super inquiétant, l'écologie, enfin voilà. Et je me dis, du coup, c'est un espace où, avec d'autres, tu construis une grille d'analyse. Et ça te permet quand même un peu pas simplement de prioriser, mais simplement d'articuler les choses, de te dire qu'il y a des déterminants, de te dire qu'il y a aussi des choses qui font système. Et du coup, ce collectif humain, il te sert et de grille d'analyse et de capacité à te dire on est quand même plus nombreux pour pouvoir y faire face. Je ne sais pas si ça donne envie une fois que j'ai raconté ça, mais en tout cas, moi, c'est l'expérience personnelle que je fais de la politique. Léa ? En vous écoutant, lorsque Jean vous a demandé pourquoi le PCF, c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi le PCF, mais je vous la pose encore, puisqu'on n'aura peut-être jamais vraiment la bonne réponse. Ouais. J'ai remarqué que vous avez parlé au passé, c'est marrant. Ah, j'ai fait ça. Ouais, vous avez fait ça. Mais voilà, je soulignais juste. On y reviendra. Okay. Vous avez fondé un mouvement il y a quelque temps, en 2019, si mes souvenirs sont bons, avec Clémentine Autain, qui s'appelle Le Fil des communs, pour réfléchir un peu à comment dépasser les partis, à réfléchir sur la gauche de manière un peu plus globale. Vous avez aussi prêté serment à Saint-Ouen pour justement cette union de la gauche. Ouais. On sent qu'il y a chez vous une volonté de dépasser la popole un peu traditionnelle. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour autant, vous vous retrouvez dans un des partis les plus anciens, les partis politiques les plus vieux, et qui a quand même une structure un peu poussiéreuse. Comment vous vivez cette incohérence au quotidien ? Alors d'abord, sur le fait que j'en ai parlé au passé, on a parlé. Vous n'êtes pas obligé de revenir là-dessus. Il faut tout affronter. Sur le fait, d'abord, je le dis toujours de cette manière-là, je me sens plus communiste que membre du PCF. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, c'est avant tout presque une culture politique communiste plutôt que un truc très partidaire, quoi. Alors ça veut dire quoi être communiste en 2024 ? Alors. Pareil, c'est un truc, forcément, j'espère d'ailleurs que... Alors déjà, vous avez dit ce n'est pas la défense de la viande et de la chasse. Bam. Vous l'avez dit. Ouais. À bon entendeur, salut. Ça, c'est une définition en négatif, c'est aussi un truc. Non, je pense que chaque communiste aura un peu sa définition, parce que vous citez pas le truc de congrès, vous citez pas Marx toutes les 2 secondes pour dire pourquoi vous êtes communiste. Moi, en tout cas, mon engagement, il correspond à un truc qui peut peut-être se résumer comme ça. Pour moi, être communiste, c'est un niveau de détermination très haut à faire tomber les différentes formes d'exploitation et de domination. Voilà, c'est en tout cas comme ça que je me définis comme communiste. Et donc, évidemment, je pense que chacun peut voir, à la fois, évidemment, il y a le truc très... l'ADN communiste sur l'exploitation par le travail, enfin au travail. Donc, c'est comment cette hiérarchie patron, salarié, on l'a fait tomber, c'est-à-dire comment... ce lieu d'exploitation, on le fait tomber, mais c'est vrai aussi pour les différentes formes de domination. Je pense au genre et donc la domination patriarcale, je pense au racisme, enfin voilà. Et être communiste aujourd'hui, c'est être capable d'articuler, je crois, ces différentes formes d'exploitation et de domination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée que la classe, ça prime sur l'antiracisme ou sur le féminisme. C'est comment on est capable aujourd'hui d'avoir une grille d'analyse, je dirais, qui en reste pas à ce qu'a été le mouvement ouvrier. Là, ça va, c'est suffisamment clair, j'espère, et qui était très empreint, évidemment, de lutte des classes. Mais on voit bien aujourd'hui que l'exploitation et domination peuvent se mêler. Et donc, au travail, vous pouvez être exploité via votre patron, mais vous êtes doublement exploité si vous êtes une femme et si vous êtes racisé. Et comment ça, aujourd'hui, on est en capacité de l'articuler. Et pour vous, le communisme, c'est le seul mouvement politique, idéologique qui puisse peut-être contrer justement ces différentes formes d'exploitation, d'oppression et de domination ? Non, je ne le crois pas. Et pour moi, ça correspond, peut-être qu'il faut le préciser aussi, c'est pour ça que je parlais de culture, ça correspond aussi à une pratique. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est annoncé dans les textes, qui peuvent être nos textes de congrès ou nos programmes électoraux. Et puis, il y a aussi comment ça vit tout ça, la politique. Et la politique, ça vit parce qu'il y a des militants et des militantes. Moi, j'ai avant tout, et j'espère l'être encore, mais j'ai avant tout été une militante communiste, et j'ai été très marquée et très attachée, et certainement dès petite, par cette manière de faire de la politique,
dans les quartiers, dans l'immeuble, parce que vous êtes un militant communiste dans votre immeuble et que vous faites vivre la politique de manière très concrète et très simple auprès de vos voisins ou auprès de vos collègues de travail. C'est aussi considérer que il y a des personnes qui vont avoir des phrases qui, pour vous, sonnent comme communistes, mais vous leur dites pas d'abord prends ta carte au PCF, en fait, mais comment on milite ensemble. Et cette culture-là, pour le coup, je crois que j'y suis peut-être encore plus attachée qu'à nos textes de congrès. Et c'est en ça que je me sens profondément communiste. Antoine ? Vous l'avez dit vous-même, vous considérez davantage communiste qu'appartenir au Parti communiste, mais néanmoins, vous appartenez bien au Parti communiste. Et ça se passe comment, justement, parce qu'on sait que vous n'avez pas des positions communes avec Fabien Roussel et avec la direction du parti sur... Pas toutes. Voilà, en tout cas, mais sur certains points, vous êtes en désaccord, notamment sur la stratégie à suivre d'union avec les autres partis de gauche. Comment On a prévu d'en parler de l'union de la gauche tout à l'heure. Voilà, Léa posait déjà un petit peu cette question. Tout à l'heure, vous parliez de 2005 sur la bataille sur le traité constitutionnel européen. C'est un moment, pour moi, d'engagement aussi parce que ce que je vois, c'est des gens à gauche qui sont capables de s'unir pour faire cause commune. Et quelque part, c'est ce qui me donne confiance aussi à entrer en politique, c'est de voir que il y a des gens issus de différents partis qui disent nous, on pense qu'il y a un truc super important, c'est de s'unir pour pouvoir y arriver. Et pareil, c'est quand même ce qui fonctionne aussi. C'est-à-dire que cette unité-là, elle est hyper importante pour que on arrive à ce que ce soit le non qui l'emporte, même si ensuite Sarko en a fait du papier mâché, quoi. Mais en tout cas, il y a ça. Donc, pour moi, c'est un fil conducteur. Après, il y a eu le Front de gauche, donc le Front de gauche avec l'arrivée du parti de gauche, où c'était Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Et ce que je crois, c'est qu'en fait, des gens un petit peu pas forcément toujours hyper bien calés sur leur parti politique, à gauche, en fait, il n'y a pas qu'au Parti communiste qu'il y a des gens comme ça. C'est vrai chez les Verts, c'est vrai chez les socialistes, et c'est vrai à la France insoumise. Et donc, on n'est pas toujours bien calés, mais en même temps, c'est aussi notre histoire, c'est notre culture politique, c'est là où on a commencé, c'est là aussi où on a des liens. Moi, j'ai des liens très forts avec les militants communistes de ma circonscription. C'est eux qui m'ont désignée aussi pour être candidate au nom du Parti communiste. Donc ces liens-là, vous les rompez pas si facilement. C'est pas que de l'affect, c'est aussi très concret. Et je crois que de ma place, ça plaît aussi à des communistes, qui soient à l'intérieur ou dehors, de se dire que y a des personnalités au sein de ce parti qui vont continuer à militer pour des idées communistes et qui vont continuer à militer pour une union de la gauche. Parce que, on va peut-être y revenir, mais je pense que il y a un impératif d'unité au vu de la situation politique. On va reparler tout à l'heure de l'union de la gauche. Ouais. On a des questions à vous poser sur où en est la gauche selon vous. Mais avant ça, on voulait parler d'un dossier sur lequel vous avez été sur le devant de la scène. C'est la question de la fin de vie. Alors, je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'en 2005, il y a eu la loi Leonetti. C'est la première loi spécifique sur la fin de vie qui a introduit l'interdiction de l'obstination déraisonnable. Ensuite, en 2017, Olivier Falorni dépose une proposition de loi qui donne le droit à une fin de vie libre et choisie. On continue à avancer petit à petit. Puis, en 2022, le Comité consultatif national d'éthique qui ouvre la voie à une aide active à mourir, à certaines conditions très strictes. Décembre 2022 jusqu'en mars 2023, c'était assez récemment, l'année dernière, Convention citoyenne sur la fin de vie. La deuxième convention citoyenne, après celle sur le climat, a été sur la fin de vie. Et dimanche dernier, Emmanuel Macron a annoncé sa conception d'un modèle français de la fin de vie. Est-ce que c'est une victoire pour vous, ce pas qu'a fait Emmanuel Macron ? On verra déjà à la fin, c'est-à-dire quand le texte va être discuté et qui sera voté. Mais en tout cas, oui, je considère que c'est une énorme avancée qu'aujourd'hui Emmanuel Macron ait fixé un calendrier. Il est connu, le texte arrivera en avril en Conseil des ministres et en fin mai à l'Assemblée nationale. Il y a eu aussi d'autres lois. Il y a Claes Leonetti en 2016 qui déjà fait avancer aussi la question des soins palliatifs. C'était un engagement d'Emmanuel Macron depuis 2017. Je rappelle qu'il y a eu entre deux aussi des occasions pour Emmanuel Macron ou pour la majorité d'avancer, puisqu'il y a eu aussi la proposition de loi de Caroline Fiat de la France Insoumise en 2018 lors d'une de leurs niches parlementaires. Et puis... beaucoup de personnalités et de citoyens aujourd'hui en France qui la demandent de manière très urgente. Et d'ailleurs, forcément, il y a des gens qui auraient aimé depuis longtemps que cette loi puisse enfin arriver parce que c'est des souffrances qui se sont accumulées. Donc là, il parle d'un modèle français de l'aide à mourir. Les mots vont être extrêmement importants dans ce débat politique. D'ailleurs, dans la Convention citoyenne, il y avait même une sorte d'atelier sur les mots.
qui était drivé par Eric Orsena sur le choix des mots. Et vous remarquez, on n'utilise pas euthanasie, on n'utilise pas suicide assisté, on utilise aide à mourir. Et tous ces mots vont avoir un sens. On pourrait considérer que ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Alors, on joue sur les mots, là. C'est pas seulement ça, c'est pour faire une distinction par rapport aux modèles qui existent ailleurs. Il y a des modèles qui existent en Belgique, il y a des modèles qui existent en Suisse. Et très clairement, c'est pas vers ça que la loi française s'oriente aujourd'hui. On n'est pas, par exemple, sur le modèle, j'imagine que vous avez vu des vidéos de gens qui expliquaient qu'ils allaient aller en Suisse pour pouvoir choisir la date de leur mort, même s'ils n'avaient pas finalement de maladie incurable, ou même si leur pronostic vital n'était pas engagé, leur diagnostic vital n'était pas engagé. C'est pas le modèle qui est proposé là. Mais c'est pas non plus ce qui était demandé largement dans la société française. Très clairement, là, le texte qui arrive, il correspond à une forme de consensus dans la société. Peut-être qu'il y a des gens qui souhaiteraient que ça aille plus loin. Je vois aussi qu'il y a des gens qui souhaitent qu'on n'aille pas jusque-là. Oui. Hein, on Il y en a pour qui c'est déjà trop, oui. Pour qui c'est déjà trop. Mais très clairement, pour ceux qui souhaitaient avancer vers les aspirations qui existent dans la société, il y a un consensus. Peut-être faut rappeler les restrictions, les conditions qui sont requises. Parce que quand on entend aide à mourir, quelque part, pardon de le dire, mais on pense aux vieux, quoi. On pense aux personnes âgées. Oui, c'est à ça que je pense, ouais. Très clairement, cette loi, elle va plutôt, et je le dis malheureusement, servir à des gens beaucoup plus jeunes. La moyenne d'âge, je ne l'ai plus en tête, mais elle est très clairement plutôt sur un public jeune. Alors, c'est un public qui est concerné par des maladies ? Maladies incurables. Ouais. La condition, ce sera aussi que cette personne ait du discernement pour pouvoir choisir, parce que faut le dire, peut-être que ça semble un peu bébête de le dire comme ça, mais ça sera un choix. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous forcer à mourir. C'est un choix, c'est si vous le demandez, donc il faut avoir du discernement pour cela. Et il faut que cette maladie provoque des souffrances importantes, très importantes. Et là-dessus, on aura du débat, mais qui les définit ? Est-ce que c'est le comme le patient discernement, qui est le juge de paix en tout cas, y a, dans la loi, la question du discernement, elle est un peu claire. Celle des souffrances, on sait tous que la manière dont on perçoit, on ressent les souffrances, elle n'est pas tout à fait claire. Et surtout, on ne sait pas si c'est pas le médecin qui décidera de ces souffrances. Donc il y a ça, il y a le discernement, maladie incurable, pronostic vital engagé, à court ou moyen terme. Et pareil, là, on va avoir du débat. C'est quoi le court ou moyen terme ? Dans les lois Leonetti, le court terme, globalement, maintenant, on le pratique un petit peu. On sait que c'est en gros 1 à 2 semaines. Le moyen terme, dans ce qu'on entend et dans ce qu'a répondu Emmanuel Macron, c'est quelques semaines, 2 mois. Voilà, ça, c'est pareil. C'est des choses qui vont être discutées dans le cadre de nos débats parlementaires. Et on aura d'autres choses. Moi, je suis pour qu'on puisse aussi, parce qu'il y a la question du discernement, c'est aussi est-ce qu'on est en capacité d'avoir des directives anticipées là-dessus ? Puisqu'il y en a pour les soins palliatifs. C'est ce qu'avait fait avancer la loi de 2016. Et donc là, pareil, est-ce qu'on pourra avant faire ces directives anticipées justement sur cette aide à mourir ? Donc c'est quand même très, très encadré. Il y a évidemment des personnes qui pourtant sont en grande souffrance et qui aspireraient à bénéficier de l'aide à mourir, qui ne rentreront pas, mais dans les clous de ce texte. Mais je considère qu'on ouvre une sacrée porte. Léa ? Oui, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est votre retour sur le dialogue avec l'exécutif, et notamment avec l'Élysée sur cette problématique et sur le texte à venir. On a le sentiment quand même assez souvent que lorsqu'il s'agit de sujets de société, Emmanuel Macron va concerter, mais après il va prendre ses décisions, et puis il a ces petits visiteurs du soir qui viennent et qui l'influencent et qui lui murmurent à l'oreille les décisions qu'il devrait prendre. Et là, je pense plus particulièrement à la PPL d'Alban Gaillot qui avait été votée en mars 2022, où il y avait eu à un moment donné la question de supprimer la clause de conscience pour l'IVG. Et finalement, on sait très bien que l'Ordre des médecins avait poussé directement auprès de Macron pour que ça ne passe pas. Est-ce que sur ce texte qui vient en avril, qui arrive en avril, vous avez eu le sentiment que finalement votre rôle a été minimisé par l'exécutif, ou est-ce que aussi le rôle, tout le travail qui a été réalisé par la Convention citoyenne, comment les choses se sont passées dans les coulisses en quelque sorte ? Ouais, très clairement, de toute façon, Emmanuel Macron, c'est l'homme qui aime décider seul et qui décide seul. Donc ça, il n'y a pas tellement de doute, c'est vrai à peu près pour tout. Donc il choisit son calendrier aussi. Et
là, on voit bien qu'on a une séquence. Enfin, moi, je le vois à l'Assemblée nationale. On a plein de petits textes un peu désordonnés qui se présentent, mais qui nous demandent beaucoup de travail, parce qu'en fait, il y en a plein. Et puis, après la séquence loi immigration, qui a été une séquence quand même, je sais pas, ils ont envie de la passer sous silence, mais extrêmement grave pour le pays, où le gouvernement a quand même décidé de donner quitus, de valider des thèses qui sont des thèses historiques de l'extrême droite. Puis c'est vrai que quelques semaines plus tard, on a l'IVG, on a l'aide à mourir, on a l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Bon, on voit bien que, voilà, on va pas nous la faire. Il choisit un calendrier qui n'efface évidemment pas toutes les conséquences de la violence sociale qu'il met en œuvre par ses politiques. Mais sur la méthode, le fait qu'il ait des visiteurs du soir, le fait qu'il consulte comme ça les autorités religieuses, complètement en dehors de toute forme de cadre, qu'il a pourtant lui-même créé, par exemple la Convention citoyenne, qu'est-ce que ça dit de sa volonté de chercher un consensus? C'est une bonne manière de faire de la politique, ça, pour un président? Non, je ne vais pas vous dire que c'est une bonne manière sur tout, sur à peu près tout. Et Emmanuel Macron, c'est... je sais pas, moi j'ai souvenir... À chaque fois, ça me rappelle la période du Covid, quoi. Cette espèce de mec qui explique devant des millions de concitoyens qui sont hyper apeurés « Nous sommes en guerre ». Enfin, voilà, il lui manquait plus que le t-shirt à la Zelensky kaki, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a un truc... D'ailleurs, hyper viriliste chez lui sur cette manière de faire. Et puis, c'est l'écrasement en permanence du Parlement. Là, on peut se dire, on peut aller chercher les bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a une convention citoyenne et que celle-ci, visiblement, en tout cas dans les annonces qui sont faites aujourd'hui, on va respecter ce qu'elle a raconté. Ok. Bon, voilà. Mais en tout cas... On sait bien, on le voit dans les premières interviews, celle qu'il a faites là, à La Croix et Libération... C'était ça, hein, La Croix et Libération, que très clairement, il a envie d'être l'homme de la situation. Celui qui, comme il l'a fait pour l'IVG, va pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait, quoi. Alors que derrière, il y a le travail, c'est vrai pour l'IVG. Il a rattrapé un tout petit peu le coup au moment de la cérémonie Place Vendôme, où il y avait Mélanie Vogel, Mathilde Panot, d'autres. Mais on sent bien que là, par exemple, le travail qui a été fait par d'autres, par Olivier Farlorny, par Caroline Fiat, par d'autres, pareil, il va être effacé. Après, moi, je trouve que ça dit quelque chose, évidemment, toujours de là où on en est de notre régime démocratique. Et c'est aussi pour ça que je continuerai de militer pour une 6e République, parce que c'est juste impossible aujourd'hui de continuer avec un président qui décide de tout comme ça. Ouais. En revanche, là, j'ai plutôt forcément un petit peu envie de me concentrer sur l'avancée que ça représente. Donc, oui, on va continuer de raconter un peu le cadre et le contexte politique, mais là, je vais surtout essayer d'avancer avec d'autres pour que cette loi, elle soit la meilleure possible, quoi. Ok, Antoine ? Mais justement, comment vous percevez les conventions citoyennes? Pas seulement sur cette thématique-là, mais de manière plus normale, plus globale, pardon. Vous parliez du fait qu'il y avait un problème démocratique en France, de l'idée d'une 6e République. Justement, là, les conventions citoyennes, ça va dans le bon sens? Ça va pas assez loin? C'est quoi votre opinion là-dessus? Moi, je suis pour qu'il y ait des conventions citoyennes, parce que c'est des espaces, pas simplement où les gens tranchent, mais c'est aussi des espaces où les gens débattent ensemble, s'approprient des sujets. Donc, c'est très bien, mais... Dans un système aujourd'hui qui s'autoritarise de plus en plus, via une police qui réprime les mouvements sociaux, via un Parlement dont même l'agenda est décidé par le président de la République. C'est lui qui a décidé l'agenda pour que le texte arrive à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas beaucoup de textes au Parlement en ce moment. Non, pas du tout. Ça arrive. Voilà, il dit c'est le 27 mai, ce sera le 27 mai. Sur le fait qu'aujourd'hui, les salariés dans les entreprises, ils voient les milliards versés aux dividendes, ils n'ont pas leur mot à dire, alors que c'est eux qui font les richesses. Les 49.3 sur les retraites, le 16 mars, qui est quand même, je trouve, un moment dans l'histoire du pays, qui est, en termes démocratiques, qui nous alerte. Et d'ailleurs, dans tout un peu les sondages d'opinion, ça a été un moment de décrochage dans la population sur la question démocratique. Pas que les gens n'aient pas envie de démocratie, au contraire, ça a renforcé une aspiration démocratique. Donc la Convention citoyenne, c'est toujours bien, mais enfin, c'est tout petit dans ce qu'il y a à transformer pour qu'on ait un âge démocratique dans lequel les citoyens et les salariés ils aient la parole. Et sur la question la démocratique, parole, en plus, c'est tout petit, c'est un vrai pouvoir de décision. Sur la question démocratique, les conventions citoyennes cherchent aussi à dégager des consensus, et notamment sur la question de la fin de vie. On veut absolument aller vers le consensus. Mais est-ce qu'il y a un moment, la politique, c'est pas d'assumer le dissensus et d'accepter de se fâcher avec des gens en disant les autorités religieuses, on va pas être d'accord?
C'est un exemple, ça peut être dans l'autre sens. Ouais, je donne un exemple, même si c'est pas forcément... Enfin, je sais pas si c'est le meilleur, mais par exemple, on n'arrête pas de nous rabâcher en permanence que... déjà, on projette des choses des fois sur les gens, avant même de les avoir fait, de leur avoir offert la capacité de réfléchir ensemble sur une question. La Convention citoyenne, pour le coup, elle le fait. Mais nous, on n'a pas arrêté de nous rabâcher pendant le débat immigration que les gens, ils étaient contre le fait qu'il y ait des immigrés dans ce pays. Bon. Oui, il y avait des sondages qui étaient favorables. Voilà. Mais en même temps, quand on les interroge à savoir s'ils sont pour l'accueil, ils sont pour l'accueil. Donc on voit bien que... Ça dépend comment poser la question. Ouais, c'est toujours un peu important. Ouais. Mais si, on va devoir trancher. Par exemple, là, sur la question de l'aide à mourir. Je parlais des directives anticipées, je parlais du court ou moyen terme. Tout ça, va falloir qu'on le tranche. Et on aura évidemment des propositions qui peut-être n'iront pas, je dirais pas, à l'encontre de la Convention citoyenne. Et encore, pourquoi pas, il y a des députés qui vont le faire. Moi, je me sens pas aller... Enfin, c'est pas que il n'y a pas à le faire. C'est que là, pour le moment, dans ce qui est proposé, je m'y retrouve. Dans ce qu'il y a dans la Convention citoyenne. Donc, je me sens plutôt à l'aise avec ce qui a été proposé. Mais en revanche, évidemment qu'il faut affronter le débat politique. Enfin, le meilleur exemple qui est le plus connu sur la peine de mort, heureusement qu'il y a des politiques à un moment qui vont vers le dissensus. Mais je trouve que c'est d'autant plus important quand on a une crise démocratique à ce point, à condition d'organiser les espaces où les citoyens ils peuvent aussi exprimer leurs désaccords. Parce qu'en fait, la démocratie, elle est faite aussi pour trancher les conflits. La démocratie, normalement, c'est ce qui permet la paix. Ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est pas censé être brutal. C'est pas censé être brutal. C'est-à-dire, le dissensus, c'est aussi par la confrontation politique au sens noble du terme. Vous exprimez un désaccord, vous êtes en capacité de donner des arguments. Et il y a un moment, si chacun sent qu'il a pu être respecté dans le fait de donner son opinion, s'il sent que les règles démocratiques, elles sont suffisamment sûres, alors il y a une plus forte adhésion à la décision prise. Et là, à chaque fois, j'en reviens à ce moment des retraites, mais quand vous avez un 49.3 qui, déjà sur un texte qui est violent par essence sur nos corps, sur nos vies, mais qui en plus s'abat de cette manière hyper violente démocratiquement, alors vous installez forcément un conflit violent dans la société. Et moi, j'aspire à la paix. Et donc, j'aspire à une démocratie qui permet aux citoyens d'affronter cette confrontation sereinement. Je reviens sur la question de la gauche et de son unité. On voulait en parler avec vous, Elsa Faucillon, parce que vous êtes une députée iconoclaste. Vous faites partie des députés qui défendent la NUPES, qui défendent l'union de la gauche, qui défendent le travail commun avec la France insoumise, par opposition donc à la direction de votre parti, Fabien Roussel, qui lui, on le sait, a été élu à la tête du Parti communiste sur un projet d'affirmation d'une identité spécifique du Parti communiste qui présentera son candidat, quoi qu'il se passe, etc. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la gauche divisée aux européennes? Chacun y va dans son couloir de nage. C'est quelque chose que vous regrettez ? Oui, je le dis souvent, ça me va pas. Ça me va pas parce que, je sais pas, on le voit tous, comment ça se profile, quoi, les élections européennes. Je crois qu'on peut chacun déjà s'imaginer devant sa télé le soir ou sur Internet ou ailleurs, avec le RN en tête à plus de 30%. La Macronie pas trop loin derrière, et puis des 6, des 9, des 4 pour, la bataille des pour petits, les candidats des gauches. Ouais, y en a, ouais. Et donc on fera le cumul des gauches, mais il n'y aura que les gens de gauche qui le feront, celui-là. Ouais, et puis en plus, je suis pas sûre qu'il aille très haut. Ouais. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que l'unité, si on la rend dynamique, elle peut créer de la dynamique, et donc à faire un score plus haut. Mais là, très clairement, bien sûr que derrière, il faudra continuer. Et, vous pouvez compter sur moi, je vais continuer. Mais on sent bien qu'on va ramer un peu plus quand même encore sur l'unité et un peu plus encore installer le récit installé et autoprophétique de le RN, il peut accéder au pouvoir en France en 2027. Vas-y, Malek. J'ai une vraie question. Vous votez pour qui le 9 juin ? Alors, j'ai une vraie question. Ouais, c'est une vraie question. C'est aussi une vraie question. Alors, je vais vous dire, c'est une vraie question pour moi aussi. Ah. Voilà. Pour être très honnête. Oui. Ah, j'ai posé une vraie question. C'est une vraie question, ouais. Ouais, c'est une vraie question pour moi aussi parce que donc là, on est à peu près à 80 jours de l'élection. Ça fait quelques mois que je dis il faut qu'on s'unisse parce que c'est pas possible. Visiblement, je suis pas la seule à le dire. Oui. Ça marche pas hyper bien. Vous le dites depuis 2018. Hein. Ouais, je le dis depuis un moment. À l'époque, la France insoumise était vachement moins pour l'union. Ça marche pas hyper bien, mais j'ai quand même envie qu'ils continuent d'entendre qu'il n'y a pas que moi, parce que je pense qu'il y a d'autres politiques, mais il y a aussi plein de gens
qui disent c'est pas possible que ça se passe comme ça. Je pense qu'il faut continuer de la faire monter, cette pression. Donc, non seulement je me pose vraiment la question, moi encore, mais en plus, y répondre aujourd'hui, quelque part, c'est dire, bon, bah, donc, si j'annonce, je vote pour un tel, une telle, etc., bah, en fait, c'est dire, voilà, j'ai accepté le truc, et donc, bah, c'est trop facile. Je vous dis, ouais, je suis pour l'unité, mais en même temps, tout de suite derrière, je fais campagne pour quelqu'un d'autre. Bon, bah, y a un moment, c'est pas totalement... Peut-être que des fois, je sens bien que c'est dur de faire passer la sincérité politique. Mais peut-être, je vous demande juste de croire à un truc sur ma sincérité, c'est qu'il y a un truc qui est le fil conducteur de mon engagement politique, c'est ce besoin de rassemblement. Et je crie pas unité à tout moment, parce qu'il y a des fois où il n'y a pas forcément cet impératif. Sur la question ukrainienne, par exemple. Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments où, en vrai, que des listes se présentent séparément. Ça peut avoir du sens si on sait qu'il n'y a pas ce risque, qui est le risque actuel d'une société pré-fasciste qui se développe, etc., dans l'autorité, dans un néolibéralisme forcené, etc. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a une situation qui nous oblige à le faire. Et que donc répondre à cette question aujourd'hui, c'est déjà renoncer. Après avoir créé quand même un espoir en 2022. Bien avec la NUPES. Avec évidemment. la NUPES. Et donc, est-ce que l'union aujourd'hui est encore possible? Ah bah oui, alors sinon, franchement, il faut tous qu'on se retourne se coucher, et puis je sais pas, on prépare le maquis, quoi. Mais non, mais franchement, enfin, non mais. Léa. D'après vous, comme vous êtes une des chevilles ouvrières de cette union au quotidien, vous devez quand même voir un peu ce qui se passe, en coulisses notamment et dans les couloirs. Pourquoi cette union divise autant? Alors là, il me faudrait peut-être beaucoup de temps. Pourquoi elle divise autant? Bah, d'abord parce qu'il y a il y a quand même des logiques d'appareil qui existent très clairement. Est-ce que c'est le système institutionnel aussi qui pousse à ça ou pas, d'après vous? Alors, il y pousse, mais là, je dirais, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Voilà. Bien sûr qu'il y pousse, il y a plein de choses qui poussent à la division. On a un système qui ne convient pas, il faut renverser aussi le calendrier électoral, faire les législatives avant les présidentielles. Enfin, il y a plein de choses. Mais quand je parle de ma grande crainte actuelle, en plus des urgences sur lesquelles on a à répondre, hein, parce que forcément, là, j'ai l'impression de faire aussi un peu de popole, l'air de rien, quoi. Mais je suis députée d'une circonscription populaire. Je vois le nombre de gens qui vont à la banque alimentaire. Je vois dans l'école où est mon fils, qui est l'école de mon quartier, il n'y a pas de prof pendant 5 semaines parfois. L'hôpital à côté, ça ne va pas. Donc, il y a ces urgences-là. Et puis, il y a l'urgence, très clairement, enfin, moi, je n'ai pas de souci à dire, voilà, on est en société pré-fasciste. Il y a vraiment un risque de fascisation. Il y a l'extrême droite qui peut arriver au pouvoir. Donc, en fait, on prend nos responsabilités. Donc, il y a des logiques d'appareil. Il y a des désaccords pas réglés parce qu'en fait, c'était bien 2022. C'était très bien parce que ça nous laissait du temps aussi pour pouvoir apprendre à travailler ensemble, apprendre à dépasser justement les divergences ou les désaccords qui existent, apprendre à développer une culture d'unité. Parce que ça se développe, c'est pas si simple en fait. Quand vous venez de formations politiques différentes, vous n'avez pas les mêmes mots, vous n'avez pas les mêmes histoires, la même culture. Le PCF avait une vraie culture d'alliance avec le Parti Socialiste qui s'est forgée. Ça a été long, ça a été des décennies. Puis il y avait des militants au début qui ne voulaient pas s'adresser la parole. Exactement. Ça a pris du temps. Antoine, tu avais une question? Mais plus vous... Est-ce qu'il y a des logiques de personnes? Oui, aussi, et bien sûr. Puis bon, là, on va pas se mentir, il y a aussi toute la question de 2027, qui sera candidat. Il y a le nom qu'il faut surtout pas prononcer de Mélenchon qui plane au-dessus, évidemment, de cette question. Donc tout ça, évidemment que c'est présent aujourd'hui dans les logiques qui divisent l'unité. Ouais. Antoine? Mais vous pensez vraiment qu'après la campagne qu'il va y avoir et le fait que les différents partis de gauche vont quand même pas mal se taper dessus, en particulier parce que qui a lieu autour des questions européennes, des questions internationales, c'est quand même les sujets où il y a le plus de dissensions entre les partis. C'est quand même possible derrière ça de pouvoir se retrouver. Est-ce que ce n'est pas finalement un accident de l'histoire récente de cette création de la NUPES? Moi, je dis que ce sera plus dur. C'est pour ça que en plus, les campagnes, c'est clairement des moments quand vous les faites ensemble où justement vous créez du lien aussi entre les militants et les militantes, entre ceux qui sont sur les listes et tout. Donc franchement, moi, je pense que c'est vraiment... j'ai pas envie de dire tout de suite une occasion ratée, mais visiblement, il faut que je sois lucide, ça va se passer. Ils vont se présenter séparément. Donc, occasion ratée, justement, de développer cette culture d'unité. Donc oui, ça va être plus dur, mais franchement,
on n'a pas le choix. Moi, je renoncerai pas à ça, en tout cas, voilà, à le faire ensuite pour la présidentielle. Et puis, il faut se le dire, quand même, il y a quelques-uns des partis politiques ou des premiers responsables des formations politiques de gauche qu'on dit pas aux européennes, mais il faudra le faire pour la présidentielle. Moi, je m'appuie aussi là-dessus. Ils se sont aussi engagés, d'ailleurs, devant leurs adhérents, devant les adhérents de leur formation politique. C'est vrai des Verts, par exemple. Les Verts ont toujours dit aux européennes, on part séparés, mais il faudra une candidature commune. Marine Tondelier le dit, il faudra une candidature commune pour 2027. Ce que dit aussi Olivier Faure à plusieurs occasions. Ce que ne dit pas Fabien Roussel. Ce que ne dit pas Fabien Roussel. Bah moi, je suis têtue. Je disais qu'être communiste, c'est être déter. On va continuer. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'aussi, c'est aussi un message envoyé à celles et ceux qui aspirent à l'unité. En fait, cette question, elle est une question politique aujourd'hui. Elle est une question politique qui se relie à toutes les urgences en termes de climat, de démocratie, d'urgence sociale. C'est-à-dire que si on veut à un moment pouvoir gagner sur les périls qui nous guettent, il y a, à mon avis, une condition importante, c'est la question de l'unité. Donc, il faut des militants et des militantes de l'unité pour leur foutre la pression, en fait. Il faut leur foutre la pression aux personnalités politiques qui, aujourd'hui, refusent cette unité. Elsa Faucillon, vous êtes une militante de la cause palestinienne de longue date. Ouais. Est-ce que la parole, aujourd'hui, du Parti communiste, de Fabien Roussel, sur Gaza, sur la question palestinienne, vous convient? Alors d'abord quelques mots parce que vous me posez la question sur Gaza, donc je peux pas juste parler de comment Fabien Roussel parle de Gaza. D'abord dire vous voyez tous les images, vous voyez tous les chiffres, vous voyez tous les visages, même si on les voit pas assez, ils sont pas assez humanisés, mais en tout cas vous voyez tous la situation qui se déroule sous nos yeux à Gaza. Donc moi j'ai envie aussi de vous inviter à venir à toutes les initiatives qui se tiennent. Il y a des manifestations qui ont lieu tous les samedis, partout dans le pays. Et il faut qu'on pousse notre pays et notre président de la République à des actes. Il y a eu une petite évolution dans le langage, on le voit. Parce que, et c'est vrai de plein de dirigeants occidentaux, parce que les opinions, elles font bouger les dirigeants. Et donc, les opinions, elles voient qu'il y a un massacre, qu'il y a un génocide qui est en cours, et donc elles disent « ça doit s'arrêter ». Et ça, il faut que nos dirigeants puissent entendre, pareil, qu'il y a une opinion qui est forte, qui a le cœur avec les gens à Gaza, et donc que c'est utile de se mobiliser pour ça. Donc, il y a des manifs, il y a des associations, etc. Franchement, allez-y, quoi. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que le combat pour la liberté des Palestiniens et des Palestiniennes, il est un combat de très longue date pour les communistes. C'est ce qui nous pousse à être très en lien. On a des villes qui sont jumelées avec des villes palestiniennes. C'est le cas de Gennevilliers et c'est le cas de Colombes récemment. C'est pour ça qu'on avait déposé aussi une proposition de résolution pour reconnaître le régime d'apartheid israélien. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai eu à certains moments, en tout cas, le sentiment que peut-être Fabien Roussel était en deçà de la parole communiste habituelle sur la question de la Palestine. Je remarque que son séjour en Cisjordanie a peut-être un peu fait bouger les choses. D'accord. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Mais c'est vrai que, voilà, pareil, je crois ça a été le moment où la division a été actée, en fait. Après 7 octobre, la division NUPES a été actée, en fait, après le 7 octobre. Alors, il y en a qui étaient aussi très ravis de cette division et qui, quelque part, ça a accéléré la division. Ils l'ont vu comme une aubaine. Mais en tout cas, s'il y a bien peut-être un endroit où ça ne peut pas servir de prétexte à nos volontés de démarcation, de distinction les uns par rapport aux autres, franchement, quand il y a cette situation-là, on ne peut pas jouer à ça. Voilà. Donc, moi, quand Fabien Roussel, là, pour le coup, il dit des mots qui me conviennent mieux, je ne vais pas faire celle qui, d'un seul coup, pour se faire Fabien Roussel, parce qu'on a des désaccords internes, je vais me livrer à ça. Si c'est mieux, tant mieux. Pareil, je souhaiterais que le PCF soit signataire des appels aux manifestations. D'accord. Parce qu'on a toujours participé très activement au collectif pour une paix juste et durable. Ça fait des années qu'on y participe, on a toujours été moteur dans ce collectif qui est à l'initiative.
Ben là, ça fait plein de fois qu'on signe pas. Pour moi, c'est la honte quand on signe pas. Vous parliez tout à l'heure de culture politique qui dépasse et qui transcende les partis. Quelle est fondamentalement la différence ou les différences de culture entre le Parti communiste et la France insoumise ? C'est la démocratie interne, c'est le fait qu'il y a des congrès au PCF et pas Alors à d'abord, il y a LFI. des très vieilles histoires de culture politique très différentes. Enfin, il y a les communistes, les lambertistes, les trotskistes. Enfin bon, c'est des très très vieilles histoires. C'est grand le communisme, c'est une grande famille. C'est toujours les réunions de famille qui sont houleuses, mais c'est une grande famille. Donc, mais qui marquent des longues histoires qui se transmettent aussi. Donc bon, en fait, elles ont peut-être une vieille histoire, mais elles ont souvent des actualités très présentes, parfois méconnues par des jeunes générations, quoique, mais en tout cas, elles ont des histoires. Je ne sais pas si c'est une différence. Enfin, oui, il y a une différence de culture. Moi, la différence que je vois aujourd'hui, oui, il y a la question de la démocratie interne. Tout à l'heure, justement, Léa, vous m'interrogiez aussi sur le côté poussiéreux, la grosse machine. Il y a aussi ses avantages à la grosse machine, et là, parfois un peu poussiéreux, c'est-à-dire le fait que justement, on a un cadre démocratique. Ça n'a pas toujours été le cas au PCF, mais aujourd'hui, on a un cadre démocratique qui, moi, me convient plutôt bien. Je suis parfois en désaccord avec les décisions majoritaires, mais il y a des décisions majoritaires, il faut le dire. Donc, on sait sur quoi on s'appuie, on sait là où sont les lignes de fracture. Je vois bien qu'il y a des camarades à l'AFI, ils ne sont même pas capables de dire si c'est une ligne de fracture, puisque ça n'est pas dit dans... Il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas l'espace pour pouvoir le vérifier. Après... Enfin, moi, je suis pas là pour. Sur Twitter que ça se passe. Je suis pas membre de l'AFI, donc je suis pas là pour faire. Voilà, le procès du manque de démocratie interne à la France insoumise. Mais ça manque, par exemple, quand on avait le cadre unitaire Nupes, le fait qu'il n'y ait pas de démocratie interne ou pas suffisamment de démocratie interne à l'AFI, ça manquait dans ce cadre unitaire. C'était compliqué, les discussions étaient complexes. Évidemment, parce qu'on sait pas avec qui parce que on vous parle. savez pas avec qui vous parlez, vous savez pas quelles sont les lignes justement de convergence au sein de... Rapport de force aussi. Exactement. Donc ça, c'est vrai que ça a été un truc assez compliqué. Mais moi, j'ai plutôt envie de regarder, non pas par trop d'optimisme, c'est pas trop ma nature, mais tous les points aussi qui, en fait, ont été très simples en termes de convergence entre partis politiques, représentants, militants, mais aussi plus largement familles politiques. En fait, pendant un an, on a fait des intergroupes NUPES où, en vrai, il y a plein de trucs qu'on réglait hyper facilement. Ouais. Tout à l'heure, vous citiez le cas des votes Ukraine. Ouais. En vrai, on a fait des votes très différents, puisque les socialistes et les écolos ont fait un vote pour, et l'AFI et nous, on a fait un vote contre. Mais si vous écoutez en fait les interventions, c'était très proche. On racontait la même chose. Et moi, je crois que si on avait eu l'intergroupe NUPES, on aurait été capable de caler notre groupe ensemble. Vous pensez ? Ouais. Sur un vote ? Ouais, parce qu'en fait... Entre Glucksmann et Mélenchon. Il fallait simplement dire... mais sur la question ukrainienne. Sauf que s'il y avait l'intergroupe NUPES, je ne sais pas si on en serait là sur les européennes. Bon, donc on peut faire de la politique avec des si, c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nos votes auraient pu avoir plus de proximité, ça c'est sûr. Ouais. Parce que... En fait, on ne répondait pas à la même question, là. Ou une abstention. Non, mais on ne répondait pas à la même question. Oui, on n'a pas pris le même angle pour pouvoir répondre lecture pour pouvoir répondre à la question. Je pense que nos 4 groupes sont pour une aide à l'Ukraine. Nos 4 groupes voient bien qu'il faut accueillir encore des Ukrainiens, qu'il faut mieux les accueillir. Non, mais... mais le diable est dans les détails. Hein. Typiquement, dans ce genre de trucs, sur des déclarations, c'est extrêmement compliqué. Et y compris, même à l'AFI, il y a eu des bougées sur la manière d'aborder la question depuis le démarrage. Ils disent plus la même chose... Et je pense à Jean-Luc Mélenchon, il dit plus totalement la même chose sur Ukraine-Russie aujourd'hui qu'il ne disait il y a un an et demi ou en 2022. La NUPES, ça marchait, quoi. Je crois que ça a des effets positifs. Léa ? Est-ce que finalement, parce qu'on voit que le peuple de gauche veut l'union, ça c'est incontestable, j'en parlais encore récemment avec des chevilles ouvrières du printemps marseillais qui me disaient que les Marseillais et Marseillaises étaient venus manifester devant la mairie pour qu'il y ait un accord sur l'union. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose de très fort. Est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'on peut imaginer que finalement l'union de la gauche se fera en dehors des institutions, enfin des partis politiques, des partis existants, des appareils existants en fait. Est-ce qu'on va dépasser ces appareils avec peut-être une nouvelle formation qui émergerait et qui pourrait englober qui de la FI, qui du Parti communiste, qui du PS et qui des Verts aussi? Alors, je l'ai pensé pendant un temps. Parce qu'avec l'expérience, par exemple, du Big Bang, alors le Big Bang, c'est un truc qu'on avait initié avec Clémentine Autain et avec d'autres en 2019, après les européennes de 2019,
Parce qu'en 2019, nous, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a les Gilets jaunes, il y a un grand mouvement où il y a... Mais c'est ce qu'à l'époque, parler d'union, c'était pas commun. Non. Non, mais nous, ce qu'on a vu, c'est la séquence où il y a les Gilets jaunes, il y a plein de trucs qui s'expriment, et des revendications sociales et démocratiques, et écologiques d'ailleurs, qui s'expriment dans la société. Puis derrière, les européennes de 2019, où la gauche est... Voilà. Et donc, on s'est dit, bon, il y a... C'est bien résumé. Ouais, pardon. Je pense qu'on va avoir le même résumé là. Voilà. Et donc, on se dit, il y a un moment, il faut qu'on cherche à casser tout ça. Et on a bien vu qu'en réalité, les appareils bloquaient aussi beaucoup cette perspective d'unité. Donc moi, je ne suis pas sûre qu'on puisse complètement, pour le dire comme ça, leur tordre le bras. Ce que je crois, c'est qu'il faut certainement un truc un peu entre les deux. Il faut à la fois des personnalités dans les partis politiques et en dehors des partis politiques qui vont militer et créer des espaces pour cette unité. Mais je crois quand même qu'il faut avoir comme en ligne de mire le fait de, c'est pas forcer, mais amener les appareils politiques à cette unité. Je pense qu'on en aura besoin en réalité. Et que, en fait, s'ils n'y sont pas du tout, en fait, en permanence, ils vont venir quelque part s'affronter à ça. Je vais peut-être aller plus loin, mais si on doit à un moment décider d'une candidature commune pour 2027... Il va falloir à un moment trouver une méthode. Il va falloir une méthode, et franchement, je ne vois pas comment on fait complètement... La primaire populaire ? Alors, j'ai le sentiment qu'il ne faut plus parler de primaire, que le mot fait flipper tout le monde. Le mot fait hurler Jean-Luc Mélenchon. Et je comprends. Mais il faudra bien un truc pour décider. Va bien. Je sais pas. Alors, appelons-le le truc pour décider. Un congrès. Voilà. Mais il faut bien quelque chose qui va permettre qu'on décide... Parce qu'on ne peut pas dire, soit il y a quelqu'un qui s'autoproclame, soit il y a d'autres qui, à quatre, s'autoproclament. Il faut qu'on trouve une méthode qui permet à la fois de trancher et de mobiliser. C'est pas une primaire, c'est quoi ? Non, mais en fait, la primaire... Oui. On a dit un truc pour décider. Okay, bon. Mais non, mais en fait, moi, ce que je crois, c'est d'abord, il faut quand même parler du quoi. On dit toujours qu'il faut parler du quoi avant du qui. Il va falloir un programme commun à un moment. Il faut, c'est ce qu'il y avait avec la primaire populaire. J'en étais, donc je me fais un peu l'avocat. Il y avait le quoi. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut... Oui, j'en étais. Il faut une... c'est vrai, ça, tu l'as dit vite fait l'autre jour. Non, pardon, excusez-nous, Elsa. Non, mais c'est... Et puis franchement, c'est quoi, 450 000 ? C'est ça. C'est pas mal, 450 000. On n'y croyait pas. Très fier. On n'y croyait pas aux 450 000. C'est pas si mal. Bon, après, il y a des primaires, on peut penser à celle du PS ou de la droite, où il y a eu 2 millions, 4 millions, etc. C'est quand même aussi des moments de mobilisation. Donc, moi, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il nous faut à la fois un espace, une plateforme programmatique, de projets, etc. Et je ne crois pas non plus à un truc juste pour déterminer un beau casting. Voilà. On ne peut pas se retrouver avec un truc où il y a un valse et un hamon, quoi. Pour le dire comme ça. Non, mais pour que ce soit très clair. Non, mais c'est un bon exemple que vous prenez. C'est typiquement le truc qu'il ne faut pas faire. Voilà. Moi, je crois qu'il ne faut pas ça. Donc déjà, il y a tous les trucs... On est au moins d'accord sur un. Ouais. C'est pour ça que je vous redis qu'un Glucksmann et un Jean-Luc Mélenchon, moi, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Non, mais c'est pour ça qu'il faut d'abord un quoi. Donc, il faut un engagement sur une plateforme. Et à partir de cet engagement sur cette plateforme, il faut une sorte de pacte aussi. Et à partir de là, une manière de désigner. Ou une sorte de physio à l'entrée qui dit toi, t'as pas le droit de rentrer. Voilà. Et peut-être avant ça, il faut une volonté. Toi, et avant ça, il faut une volonté d'y aller. Donc, on a tout ce chemin-là à faire. Donc, il faut le commencer, à mon sens, très, très vite. Okay. Dernière question, Antoine. Mais justement, parce qu'on a bien compris que vous vouliez l'union de la gauche, mais elle s'arrête où, la gauche ? C'est-à-dire que, parce qu'il y avait quand même des débats sur le périmètre de la gauche et des Bernard Cazeneuve, tout ça. Il est docteur. Bon, d'abord, ce que je crois, c'est qu'il faut éviter de retomber dans ce truc de gauche irréconciliable qui, globalement, nous emmène quand même assez droit dans le mur. Donc, ça, c'est Valls qui avait inventé ça. Ouais, et c'est quand même le truc qui fait en sorte de nous marginaliser et qui nous divise. Donc, j'ai toujours du mal en termes de personnes, à faire le périmètre comme ça, à l'avance, de dire Bernard Cazeneuve n'en est pas, Carole Delga n'en est pas, etc. C'est pour ça que je parle du quoi avant le qui, en gros. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai apprécié et ce que je continue d'apprécier dans ce qu'on a commencé à construire avec la NUPES, parce que pour moi, la NUPES, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'unité, quoi.
il y avait plein d'autres trucs à poursuivre. Il n'y avait pas de citoyens là-dedans, il n'y avait pas de place pour les militantes et les militants. C'était un truc d'appareil, globalement. Ce qui a permis de se faire en 2 semaines. Et encore même pas d'appareil de députés, finalement. Oui, c'est vrai. Donc, on n'était vraiment pas au bout du chemin. Mais en tout cas, il y a un truc qui me va, c'est quand même que c'est un rassemblement de gauche sur des bases, alors c'est pareil, c'est toujours vraiment à gauche, de transformation sociale, de radicalité. En tout cas, il y a des sujets qu'on n'évitait pas. On n'a pas évité de parler des violences policières. On n'a pas hésité à parler de ce que vivent les gens dans les quartiers populaires, ce qu'ils peuvent vivre en ruralité, etc. Il y a plein de sujets, en tout cas, qu'on a traités, abordés. Et moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que l'unité, elle ne se fera pas en bradant tous ces sujets-là. Voilà, en essayant d'avoir une sorte de consensus mou pour arriver à l'unité. Parce que ce que je crois, c'est que les gens qui aspirent à l'unité, le peuple de gauche qui aspire, il aspire aussi à ces ruptures-là pour pouvoir répondre au péril. Donc, voilà, si c'est pour répondre clairement à la question, c'est pas en termes les personnes, parce que franchement, je pense qu'en plus, globalement, j'ai vu la convention de Cazeneuve, tout le monde à peu près s'en fiche. Donc, on va peut-être pas se focaliser là-dessus et ça sert bien aux autres à nous diviser. Mais regardons plutôt comment, sur ces bases-là, en tout cas de gauche, on peut faire un vrai chemin ensemble et gagner, parce qu'en fait, c'est quand même l'objectif, quoi. Merci beaucoup, Elsa Faucillon, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup. Je vais vous laisser quitter le plateau.